Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Bleibtreu. La Banque Centrale Européenne a finalement relevé ses taux. Elle a surpris les marchés jeudi avec une augmentation plus importante que prévu. Le taux de référence augmente d'1 demi-point de pourcentage, soit le double de ce qui avait été prévu. Il s'agit de la première augmentation en 11 ans et elle suit les mesures prises par d'autres grandes banques centrales. La présidente Christine Lagarde a déclaré que l'inflation galopante ne laisse pas d'autre choix. On l'écoute. Le bien le plus précieux que nous puissions offrir et que nous devons offrir est la stabilité des prix. Nous devons donc ramener l'inflation à 2% à moyen terme. C'est l'impératif du traité. C'est l'objectif de l'examen de la stratégie que nous nous sommes fixés et il est temps de tenir nos promesses. La BCE a également promis de nouvelles hausses, peut-être dès sa prochaine réunion en septembre. Après la nouvelle, l'euro a gagné environ 1,5%. Les rendements des obligations d'État et les actions des banques ont également bondi. Selon un économiste européen, la BCE devrait faire le grand écart à cause de l'inflation élevée. Quand on regarde la situation actuelle, les taux d'inflation qui dépassent les limites ces derniers mois, ou en fait cette dernière année, la récession qui se profile en septembre, la fenêtre pour que la BCE agisse et agisse rapidement se ferme très vite. Le mouvement de jeudi maintient quand même la BCE à la traîne. Le mois dernier, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux de 3/4 de point de pourcentage et a annoncé d'autres hausses. Mais la zone euro est plus exposée à la guerre en Ukraine et à une éventuelle crise de l'approvisionnement en gaz. Les responsables politiques sont donc confrontés à une tâche difficile. Comment lutter contre l'inflation sans provoquer de récession ? Et sans transition maintenant, mercredi soir, en commission mixte paritaire, la version définitive du 13e projet de loi de lutte contre le Covid a été définie et adoptée. Le texte abroge le pass sanitaire et vaccinal, prévoit une protection aux frontières en cas de variants dangereux et laisse entrevoir sous condition la possibilité du retour des soignants non vaccinés. Avec 189 voix pour sur 142 votants en commission mixte paritaire, le projet de loi de lutte contre le Covid-19 a été adopté à la majorité. Philippe Bach-Quester du Sénat résume l'essentiel du texte. Abrogation du pass vaccinal, du pass sanitaire et de toute mesure d'exception, retour au droit d'avant le Covid. Deuxièmement, possibilité exceptionnelle que si un variant dangereux apparaît à l'étranger, on protège nos frontières en demandant un test pour venir en France. D'autre part, le projet de loi envisage désormais un retour des soignants non vaccinés. Et troisièmement, créer un chemin vers la réintégration des personnels pour le moment où il n'y aura plus de raison médicale d'imposer une obligation vaccinale contre le Covid. De son propre aveu, Philippe Bas explique que la vaccination n'empêche pas actuellement de contaminer les autres. Mais au cours des 6 derniers mois, on a vu qu'elle empêchait moins qu'avant la contamination. À peu près dans un tiers des cas, elle vous protège contre la contamination. Elle vous protège toujours contre les formes graves. Elle ne vous protège pas contre la contamination. Vous pouvez être vacciné et contagieux. Si vous voulez protéger les Français contre l'importation d'un variant très grave, il faut donc faire quelque chose de plus fort encore. Et cette chose la plus efficace, c'est le test. Avant, par exemple, de prendre l'avion, il faut que le test soit négatif. Et c'est pour ces raisons scientifiques que nous avons voulu imposer le test uniquement, d'ailleurs, si un variant très grave apparaît quelque part. Une question se pose alors, puisque comme l'a expliqué M. Bas, le vaccin n'empêche la contamination que dans un tiers des cas. N'est-ce pas là une raison médicale suffisante pour arrêter l'obligation vaccinale envers les soignants, qui peuvent, indépendamment de leur statut vaccinal, contaminer les patients? Et en Italie, le Premier ministre Mario Draghi a démissionné jeudi après 17 mois à son poste. Selon les observateurs, ce bouleversement n'aurait pas pu survenir à un pire moment pour la troisième économie de la zone euro. Sa démission porte également un coup déstabilisant à l'Europe à un moment de grande incertitude due à la guerre en Ukraine. Plus d'explications dans ce reportage de John Dee de NTD. Le Premier ministre italien Mario Draghi a démissionné jeudi après le boycott par les principaux alliés de la coalition d'un vote de confiance qu'il avait demandé pour tenter de mettre fin aux divisions. Draghi a présenté sa démission au président Sergio Mattarella lors d'une réunion matinale au palais de Quirinal.
Le président de la République a pris note. Le gouvernement reste en place pour faire face aux affaires courantes. Merci. La démission de Draghi met fin à une période de stabilité en Italie. Au cours des 17 derniers mois, il avait contribué à façonner la réponse de l'Europe à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et avait renforcé la position de son pays sur les marchés financiers. Il a été longuement applaudi par les législateurs de la Chambre basse du Parlement, alors qu'il s'apprêtait à annoncer son intention de démissionner. L'ancien chef de la Banque centrale européenne a semblé surpris de recevoir un tel hommage. Même les banquiers de la centrale ont parfois le cœur touché. Certains Italiens ont exprimé leur déception et leur inquiétude. Ce n'est vraiment pas le bon moment pour une crise gouvernementale. Cela aurait dû être le moment de nous remettre sur pied, pas le moment de nous arrêter. Je dois vous dire la vérité. Je vis à l'étranger, l'Italie me manquait. Je suis revenue pour 2 mois de vacances. Je pensais revenir définitivement, mais j'ai changé d'avis. À la fin de mes vacances, je retournerai là où je vis, à l'étranger. S'il n'a pas réussi à maintenir la cohésion de sa coalition fracturée, Draghi a semblé bénéficier encore d'un large soutien au sein de la population italienne. Les derniers jours ont montré une effusion de sentiments de la part des citoyens appelant Draghi à continuer à gouverner, dans un contexte d'inflation galopante, des coûts énergétiques élevés et de sécheresse prolongée. Plus d'1 millier de mairies, une association de médecins et des dizaines de milliers de citoyens ordinaires ont signé une pétition « Draghi, restez ». Le bureau du président Mattarella a indiqué qu'il allait dissoudre le Parlement et convoquer des élections anticipées dès fin septembre ou début octobre. Le mandat actuel de 5 ans devrait s'arrêter en mai 2023. John Dee, NTD News. La Russie a repris le pompage du gaz via son plus grand gazoduc vers l'Europe après une interruption de 10 jours, apaisant ainsi certaines des craintes immédiates de l'Europe en matière d'approvisionnement. Mais le flux de gaz reste bien en deçà de sa pleine capacité et les perspectives sont incertaines, ce qui laisse l'Europe face à la perspective d'un hiver difficile, comme le montre ce reportage de Joy Félix de NTD. L'attente est terminée, mais l'Europe reste méfiante. Le gaz naturel a commencé à circuler dans l'important gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne jeudi, après 10 jours d'arrêt pour maintenance. Nord Stream 1, qui passe sous la mer Baltique, est la principale source de gaz russe pour l'Allemagne et représente environ 1/3 de l'approvisionnement en gaz du pays. Dans un contexte de tensions croissantes liées à la guerre en Ukraine, les responsables allemands et européens avaient craint que le gazoduc ne soit pas rouvert du tout. L'autorité allemande de régulation des réseaux a confirmé jeudi que les flux se situent à un niveau de pré-maintenance d'environ 40%. Cela ne suffira pas à résoudre la crise énergétique de l'Europe. Le mois dernier, Gazprom, le géant du gaz naturel contrôlé par l'État russe, a réduit le débit, invoquant des problèmes techniques concernant des équipements envoyés au Canada pour révision et qui n'ont pas pu être renvoyés en raison des sanctions. Au début du mois, le gouvernement canadien a autorisé la livraison de la turbine en question à l'Allemagne. L'Allemagne a rejeté l'explication technique de Gazprom pour la réduction du gaz, affirmant à plusieurs reprises qu'il ne s'agissait que d'un prétexte. En effet, ce jour montre, même s'il y a une annonce que le gaz coule à nouveau, que cette guerre n'est pas seulement menée avec des armes contre l'Ukraine, mais que la guerre hybride signifie aussi utiliser la dépendance énergétique comme moyen de guerre. Le président russe a mis en doute cette semaine la qualité de la réparation de la turbine et s'est dit inquiet que le Canada puisse la désactiver. Ils disent qu'ils vont renvoyer ces machines. L'une d'entre elles sera renvoyée dans tous les cas. Mais avec quelle qualité sera-t-elle rendue? Quels seront ses paramètres techniques après avoir quitté cette réparation programmée? Peut-être qu'ils la désactiveront à un moment donné et c'est tout. Et Nord Stream 1 cessera de fonctionner. L'UE a pour objectif de remplir à 80% les installations de stockage de gaz de l'Union d'ici novembre. Les stocks sont aujourd'hui remplis aux 2/3 environ et le rythme de remplissage ralentit. La Commission européenne a proposé aux États membres de réduire leur consommation de gaz de 15% au cours des prochains mois, alors que les pays membres se préparaient à une éventuelle interruption totale des approvisionnements en gaz par la Russie. La Russie nous fait du chantage. La Russie utilise l'énergie comme une arme. Et donc, dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une coupure partielle, majeure ou totale de gaz russe, l'Europe doit être prête.
Le Kremlin, qui affirme que la Russie est un fournisseur d'énergie fiable, a démenti les accusations de chantage de von der Leyen. Joy Felix, NTD News. Le ministre russe des Affaires étrangères a indiqué que les objectifs du Kremlin s'étendent désormais au-delà de la région orientale de l'Ukraine. Mercredi, Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie avait l'intention d'étendre son contrôle en dehors de la région du Donbass afin de protéger la zone contre les missiles à longue portée utilisés par les forces ukrainiennes. Attention, des images dans ce reportage peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs. Les objectifs militaires de Moscou en Ukraine vont désormais au-delà de la région orientale du Donbass, où la Russie avait initialement déclaré vouloir défendre les provinces ukrainiennes séparatistes. Ce changement a été formulé mercredi par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles la Russie pourrait étendre ce qu'elle appelle son opération spéciale sont les roquettes à plus longue portée et l'artillerie que les États-Unis et les alliés de l'OTAN ont envoyée à l'Ukraine, sous la conduite du président Volodymyr Zelensky, pour repousser l'invasion russe. Cela signifie que les tâches géographiques de l'opération spéciale s'étendront encore plus loin que la ligne actuelle. Parce que nous ne pouvons pas permettre que la partie de l'Ukraine qui sera contrôlée par Zelensky, ou celui qui le remplacera, contiennent des armes qui constitueront une menace directe pour notre territoire et le territoire des républiques qui ont déclaré leur indépendance, celles qui veulent déterminer leur propre avenir. Les commentaires de Lavrov sont l'aveu le plus clair à ce jour que les objectifs de la Russie se sont élargis au cours des 5 mois de guerre. Ce n'est une surprise pour aucun d'entre nous, ni pour personne en Europe, ni pour personne dans le monde. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré aux journalistes que la déclaration de Lavrov confirmait ce que Washington et ses alliés soupçonnaient être les objectifs du président russe Vladimir Poutine depuis le début. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne s'agissait que d'une opération limitée, concentrée sur le Donbass. Ces actions ont prouvé le contraire. Après avoir échoué à prendre la capitale Kiev au début de l'invasion, la Russie est passée à une campagne de bombardement dévastateur pour cimenter et étendre son contrôle sur le sud et l'est de l'Ukraine. Mercredi, des responsables locaux ont déclaré qu'une frappe de missiles russes avait tué un garçon de 13 ans qui attendait à un arrêt de bus dans la ville orientale de Kharkiv. On voit ici le père tenir la main de son fils décédé. Un jour plus tôt, des frappes russes ont touché Kramatorsk, une ville dont les responsables occidentaux pensent qu'elle deviendra l'un des principaux foyers de l'offensive de Moscou dans l'est de l'Ukraine. L'Ukraine affirme que les forces russes ont intensifié les frappes à longue distance sur des cibles éloignées du front, tuant un grand nombre de civils. Moscou affirme qu'elle frappe des cibles militaires. En 2017, 2 journaux ont rapporté que la campagne Trump était liée à l'ingérence russe pendant la course présidentielle. Et pour cela, ils ont chacun reçu un prix Pulitzer. Une question se pose aujourd'hui, doivent-ils restituer leur prix ? Arlene Richards de NTD nous apporte des éclairages sur cette affaire. Pendant 3 ans, l'ancien président Donald Trump a demandé au conseil d'administration du prix Pulitzer de récupérer les principales distinctions attribuées au Washington Post et au New York Times en 2018. Les 2 organes ont fait des reportages sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. Selon Trump, leur enquête constitue de la désinformation basée sur un faux lien entre le Kremlin et sa campagne. Mais le prix Pulitzer a décidé de maintenir les distinctions. Le jury a indiqué qu'aucun nouveau fait n'avait prouvé que les informations contenues dans les articles soumis étaient fausses depuis l'attribution des prix. Hans Mahnke, un journaliste d'investigation qui a fait de nombreux reportages sur ce qu'il appelle le récit de la collusion avec la Russie, n'est pas d'accord avec la décision du conseil d'administration. Ma réponse immédiate est qu'ils auraient dû annuler ces prix. J'ai parcouru les articles cités par le comité Pulitzer, et il y a beaucoup de problèmes, et ils n'ont pas abordé ces problèmes. La porte-parole du prix Pulitzer, Marjorie Miller, a expliqué dans un courriel à NTD que les examinateurs n'ont étudié que 20 articles de ces journaux en 2017. Ajoutant, je cite, « Bien sûr, les examinateurs étaient au courant des événements d'actualité ultérieurs, mais comme cela a été déclaré, aucun fait n'a émergé pour discréditer les histoires rapportées. Les prix sont maintenus. » Mahnke pense que les examinateurs ont ignoré des faits pertinents rapportés après 2017. Selon lui, le New York Times était plus prudent dans ses reportages, mais s'appuyait toujours sur des informations inexactes. Par exemple,
Il se concentre vraiment sur ce à quoi il devrait certainement renoncer. C'est la réunion de Trump Jr. avec l'avocat russe. Tout le monde a entendu parler de la réunion de la Trump Tower. Donc il y a un tas d'articles dans les citations du bulletin d'information. Il les cite comme étant si brillants, il parle de cette réunion. Eh bien, il s'avère que cette réunion n'était rien du tout. Selon lui, le Washington Post devrait retirer un grand nombre de ses articles. Si vous regardez les dates de publication de leurs articles et ce que ces articles disaient, une grande partie est maintenant déboulonnée. Par exemple, la toute première affaire qu'il cite est une histoire de février 2017 sur le général Flynn, le fait que le général Flynn est censé avoir menti sur les sanctions. Eh bien, nous savons maintenant que le général Flynn n'a jamais mentionné les sanctions qui n'ont tout simplement jamais été discutées lorsqu'il a parlé à l'ambassadeur russe au téléphone. Donc, bien sûr, cela réfute toute l'histoire. Le Washington Post a déclaré dans un courriel adressé à NTD qu'il n'avait aucun commentaire à faire. De son côté, le New York Times a déclaré dans un courriel à NTD qu'il n'avait rien à ajouter à la décision du Conseil. Arlene Richards, NTD News, New York. Un ancien secrétaire à la Défense demande à l'administration Biden de clarifier sa position et de dire si elle défendrait Taïwan en cas d'invasion par Pékin. Voici les arguments de l'ancien secrétaire à la Défense. L'ancien secrétaire américain à la Défense Mark Esper appelle Washington à réévaluer sa politique d'une seule Chine. Il affirme qu'elle est désormais inutile. La politique d'une seule Chine a fait son temps. Il est temps de sortir de l'ambiguïté stratégique. Je pense qu'il est important que nous commencions cette discussion nationale aux États-Unis. Au cours d'une guerre civile, le gouvernement actuel de Taïwan a fui la Chine continentale, où le Parti communiste chinois a ensuite pris le pouvoir. Malgré cela, Pékin considère que Taïwan fait partie de son territoire, même si le régime communiste n'a jamais régné sur l'île. Pékin a également menacé de prendre Taïwan par la force. Les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, mais Washington est tenu par la loi de fournir à l'île les moyens de se défendre. Les États-Unis maintiennent également une stratégie appelée ambiguïté stratégique. Cela signifie que Washington n'indique pas clairement si elle prendrait la défense de Taïwan en cas d'invasion chinoise. Mais les appels à changer cette position se multiplient, alors que la Chine accélère son développement militaire et persiste dans sa menace de prendre Taïwan par la force. Esper souligne l'urgence de la situation. Le plus grand défi auquel sont confrontées les démocraties occidentales aujourd'hui ne se trouve pas en Russie. Il est ici, en Asie, où la Chine continue de défier l'ordre international fondé sur des règles. Taïwan est en première ligne. Il est important que les démocraties occidentales se lèvent et défendent les démocraties florissantes telles que Taïwan contre les intimidations. En réponse, la présidente de Taïwan a remercié Esper pour son soutien. La force des alliances entre partenaires démocratiques doit être renforcée afin de travailler ensemble pour défendre la paix et les valeurs de la liberté démocratique. De retour à Washington, la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain devrait examiner un projet de loi en août. Nommé Taiwan Policy Act, ce projet de loi bipartisan vise à réorganiser la politique de Washington à l'égard de Taïwan. Les parrains sont le sénateur Bob Menendez, un démocrate, et le sénateur Lindsey Graham, un républicain. Tous deux affirment que le projet de loi entraînerait la restructuration la plus complète de la politique américaine à l'égard de Taïwan depuis plus de 4 décennies. S'il est adopté, elle obligera le président à imposer des sanctions aux responsables chinois et aux chefs du Parti communiste en cas d'invasion de Taïwan par Pékin. Il fournirait également à Taïwan une aide militaire de 4 à 5 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années. La HSBC pourrait être le premier prêteur étranger à installer un comité du Parti communiste chinois dans sa filiale de banque d'investissement. HSBC Tianhai Securities a récemment établi un comité du PCC, selon le Financial Times. Les comités du PCC consistent généralement en un groupe de 3 employés ou plus qui sont également membres du Parti communiste chinois. La loi exige la présence d'un tel comité dans une entreprise chinoise, mais pour les groupes financiers étrangers, cette obligation n'est pas encore largement appliquée. Certains s'inquiètent de la manière dont la présence de membres du PCC affectera les opérations de la HSBC. Mais la banque affirme que les branches du Parti communiste chinois au sein des entreprises privées en Chine n'ont aucune influence sur la gestion de l'entreprise. Et voici les derniers événements dans la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis seraient en train d'enquêter sur la société chinoise Huawei au sujet d'équipements situés près de silos à missiles américains.
Sean Marshall de NTD nous en dit plus. L'administration Biden enquête sur l'équipementier de télécom chinois Huawei, selon l'agence Reuters. L'agence cite des personnes connaissant bien le dossier. On craint que les tours cellulaires américaines équipées de matériel Huawei puissent capter des informations sensibles provenant de bases militaires et de silos à missiles, que la société pourrait ensuite transmettre à la Chine. NTD a demandé à Scott Schober, expert en cybersécurité, dans quelle mesure Huawei constitue une menace pour les Américains. Huawei est le leader mondial des équipements d'infrastructures cellulaires. Il représente plus de 30% de l'infrastructure existante. Et c'est après que les sanctions américaines ont commencé en 2019 pour supprimer et remplacer ce pourquoi nous avons bloqué Huawei. Mais ils sont toujours le leader, ça montre à quel point ils étaient importants. Une source anonyme a déclaré que les autorités craignent que Huawei puisse obtenir des données sensibles sur les exercices militaires et l'état de préparation des bases et du personnel par le biais de l'équipement. Il pourrait également être remis à des groupes de pirates informatiques parrainés par l'État. Nous ne pensons pas souvent à cela, mais souvent il y aura une collecte de données de surveillance qu'ils perçoivent comme une menace. Et maintenant, ils pourraient utiliser ça pour cibler des choses spécifiques aux États-Unis. Le régulateur américain des télécommunications a besoin de 3 milliards d'euros supplémentaires pour financer le retrait des équipements fabriqués par les géants chinois des télécommunications Huawei et ZTE des réseaux américains, ce qui porte le coût total à 4,8 milliards d'euros. Sean Marshall, NTD News. Et nous terminons ce journal sur une île grecque isolée qui a mis au point un nouveau modèle de gestion des déchets et une usine de recyclage. L'île recycle désormais la plupart de ses déchets et se présente fièrement comme une île zéro déchet. On regarde. Les autorités de l'île grecque isolée de Tylos ont annoncé cette semaine que plus de 80% des déchets de l'île étaient désormais recyclés. Une décharge, où des déchets non traités étaient autrefois enfouis à flanc de colline, a été définitivement fermée. Tylos est légèrement plus grande que Manhattan, à New York, et se trouve à 15 heures de ferry du continent grec. L'île ne compte que 500 habitants à l'année. Aujourd'hui est un jour très important, car imaginez que l'endroit où nous nous trouvons était une décharge contrôlée qui avait essentiellement été transformée en dépôt d'ordures. En d'autres termes, le travail n'était pas fait correctement. Maintenant, vous voyez cela, ça n'a plus rien à voir avec ce qui existait ici auparavant. Vous pouvez facilement venir prendre un café ici. En décembre, Tylos a mis en place un programme pilote de ramassage des ordures à domicile. Les habitants reçoivent des kits de recyclage et sont invités à laver et à trier des déchets ménagers. La nouvelle usine de recyclage de l'île sépare les déchets pour produire du verre en poudre, du mélange de ciment, du carton comprimé et d'autres articles réutilisables. L'usine traite actuellement environ 2 tonnes de déchets par semaine. Environ un tiers est composté et 15% classés comme non recyclables sont stérilisés et broyés pour être utilisés dans la construction. Notre modèle peut garantir et réussir ces taux de recyclage aussi longtemps que les habitants le souhaitent et le gouvernement nous fournit un contrat pluriannuel afin de nous assurer que malgré tous les changements possibles dans les élections des municipalités et des préfectures, nous resterons ici et nous garantirons les taux de recyclage. Le maire de Tylos se dit fier de ce que l'île a pu réaliser. Le projet énergétique a été l'aboutissement de nombreuses années d'efforts. Il était très grand, très puissant. Il y avait beaucoup de financement. Et il a fait de notre île la première île indépendante sur le plan énergétique en Méditerranée et la première île verte en Méditerranée. Le modèle de recyclage de Tylos pourrait servir de modèle à d'autres îles grecques, y compris des destinations de vacances populaires, qui luttent contre l'élimination des déchets. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.